Donc aujourd'hui, on va parler de Sabina Spielrein. Nous sommes dans une série de rencontres autour des cas cliniques, des cas cliniques psychanalytiques qui ont commencé avec les cas cliniques de Freud, puis ensuite un de Jung. Et puis la dernière fois, c'était déjà un peu atypique puisque c'était le cas clinique de Ferenczi, de son analyse chez Freud. Donc c'est le cas clinique d'un analyste en analyse et qui n'était pas écrit en tant que cas clinique. Ça veut dire qu'on a dû extraire un peu, construire le cas à partir de la correspondance Freud-Ferenczi. Alors aujourd'hui, c'est un peu dans le même style que la dernière fois, puisqu'il n'y a pas de cas clinique proprement dit de Sabina Spielrein. On va devoir construire ce cas à partir de peu d'écrits au niveau clinique, parce qu'elle a fait une analyse chez Jung. Il y a peu proprement clinique, mais il y en a beaucoup sur la relation, n'est-ce pas? Et puis, une chose, c'est que elle n'a pas, au contraire de Ferenczi, qui était un analyste en analyse, elle a commencé comme une simple patiente dans un hôpital psychiatrique, et puis rapidement, elle est devenue psychanalyste, et pas des moindres, puisqu'elle a créé un concept qui est devenu un concept fondamental dans la psychanalyse, qui est celui de pulsion de mort. Donc si par exemple le concept d'inconscient, il a eu toute une série de conflits et de critiques en dehors du champ psychanalytique, la pulsion de mort, elle a provoqué un grand remous à l'intérieur de la psychanalyse, puisqu'il y a une grande partie des psychanalystes qui refusent le concept de pulsion de mort. Alors bon, il paraît qu'il y a deux façons de décrire un cas clinique. Un, c'est à partir des symptômes, ou l'autre à partir du contexte qui conditionne le symptôme. Je ne sais pas quelle voie tu as choisi. En tout cas, je te passe la parole. Merci Renato, je te remercie de cette invitation, ça me fait tellement plaisir. Depuis une année qu'on voit presque personne sauf les intimes, alors c'est une opportunité de me mettre au travail avec des collègues à nouveau. Alors, j'ai repris cette histoire de Sabina Spielrein avec les livres du professeur Carotenuto, comme tu m'avais recommandé, mais aussi les textes de cette colloque dont on vient de parler, intitulé « Qui a peur de Sabina Spielrein ? Des patientes à psychanalystes entre Jung et Freud et au-delà ». C'est un colloque qui s'est tenu à l'Université de Lausanne les 19 et le 20 avril 2007. Et les textes sont de la revue Coquero. Les livres de Carotenuto, c'est un livre de 1980, est basé sur les papiers personnels de Spielrein retrouvés dans la cave de l'Institut Jean-Jacques Rousseau, au Palais Wilson à Genève. Elle a travaillé dans cet institut privé de pédagogie expérimentale fondé par Édouard Claparède en 1912, de mai 1920 jusqu'à son retour en Russie, en septembre 1923. Le neurologue genevois Georges Desmorziers découvre les matériels au Palais Wilson en 1977. Alors, le professeur Carotenuto n'a jamais eu accès au dossier de Sabina déposé à la clinique psychiatrique, tandis que Mme Angela Krafnold a pu les consulter. Elle décrit comment elle a pu avoir ce dossier. Le diagnostic qui apparaît dans les dossiers est d'hystérie. L'avis de sortie indique seulement que son état s'est amélioré. Elle est restée en tant que patient privé du août 1904 au 1er mai 1905. Jung la voit pour la première fois, selon les dossiers, quand il est appelé dans sa chambre parce qu'elle était en train de se battre avec sa garde malade, qui n'avait pas obéi à l'ordre de quitter la pièce pendant 5 minutes. Sabina se calme et Jung signale sa sensibilité au fait du manque de respect de la part de l'autre. Pourquoi est-elle internée? Elle est entrée à l'âge de 19 ans à la clinique 2 semaines avant cette première visite du docteur Jung, amenée par son oncle médecin. Elle a reçu en urgence
selon l'indication de l'internement avait été donnée par le docteur Bion du Zurich. Les symptômes décrits sont les suivants, dans les dossiers, toujours. Rit et pleure dans un curieux mélange des comportements instinctifs, quantité d'éthique, rejette la tête en arrière, tire la langue, spasme des jambes, se plaint des terribles maux de tête. Jung est d'accord avec Bleuler, qui est le directeur de la clinique, à ce moment-là, pour parler d'un complexe du moi. Le diagnostic d'hystérie est préféré à celui de psychose. Sa famille est décrite comme nerveuse. La mère hystérique a des absences de type enfantin. Les 3 frères sont aussi nerveux. Une petite sœur était morte 13 années auparavant. À ce moment-là, Sabine était aussi malade. Le père est neurasthénique et très colérique. À partir des entretiens avec Jung, qui décide d'appliquer pour la première fois la méthode freudienne dite de la talking cure, Sabine peut dire qu'elle a été souvent très malade et qu'elle s'entend mal avec ses parents. À l'insistance de Jung, elle avoue avoir subi des fessées de la part du père sur son derrière nu, impressant des frères. La dernière fessée est subie à l'âge de 11 ans. Jung signale qu'elle montre à travers ses tics les rejets et les dégoûts provoqués par le fait d'être battue. Les scènes violentes avec les pères étaient fréquentes, suivies des menaces paternelles de commettre suicide. Les mains du père provoquent en elle la détestation. Elle dit, je la cite, « Lorsqu'il m'a châtié, c'était un moment où il était aussi un homme. Maintenant, encore, il lui arrive de faire des remarques indécentes. » Par ailleurs, Sabine Spielrein parle peu de son père dans son journal, mais toujours de manière compréhensive et avec tendresse. De quoi se plaint-elle? Fréquemment, elle se réveille la nuit terrorisée. Parle de quelqu'un qui voulait se mettre sur elle, la nuit, que quelque chose rampait dans son lit, quelque chose d'humain, quelqu'un criait dans son oreille, un chien ou un diable. Elle se sentait repoussante. Vers l'âge de 7-8 ans, elle a commencé à parler avec un esprit. La voix était intérieure et elle pensait surtout à un esprit bienveillant. Sa garde malade signale que Sabine s'imagine avoir des têtes et ressent son corps comme étrangère. Le dossier indique très clairement qu'elle est sujet à des crises de colère. Tantôt quand on ne lui prête pas attention, tantôt qu'on lui donne un ordre. Mais elle se calme facilement dès que les médecins montrent de la patience et de la bienveillance. Quand la colère disparaît, elle peut se sentir concernée par la souffrance qu'elle aurait pu provoquer chez l'autre. Les médecins arrivent à réveiller, je parlerai de la direction de la cure, arrivent à réveiller son intérêt pour les activités scientifiques, suivant l'idée que la cure doit susciter un intérêt précis pour une tâche quelconque. La malade s'oublie et s'absorbe dans les activités proposées. Apparemment, les accès de terreur nocturne se calment, ainsi que les états d'excitation. Jung signale qu'après se laisser emporter par ces farces puériles et ces transgressions, Sabine Spielrein est déprimée et consciente de son état, mais elle n'y peut rien. La conduite de la cure. Elle est assez claire. Il faut ignorer délibérément les symptômes hystériques pour les faire disparaître et la soustraire à l'environnement qui provoque et nourrit ces symptômes. Faire aussi surgir, comme je t'ai déjà signalé, une tâche vitale qui puisse contribuer au développement de la personnalité de la patiente. Selon Jung, la patiente a des traits masochistes parce qu'elle demande sans cesse au médecin de lui faire du mal, quel qu'il soit, malgré son opposition. Sabine avait recevoir des ordres, mais pas des demandes.
La répugnance envers les pères est attribuée au mauvais traitement infligé par celui-ci. C'est intéressant de noter aussi que les médecins, très justement à mon avis, Bleuler et Jung, s'interposent entre Sabine et sa famille. Quand elle décide de faire médecine, elle est fortement appuyée par eux. Ils écrivent à la famille pour qu'ils autorisent les études à Zurich et des conseils en retour en Russie. L'approche de Bleuler est de séparer sa patiente de son environnement domestique et de l'emprise du père. Jung parle aussi de ces complexes du père. Les deux sont d'accord pour parler qu'elle a un complexe du père, dont elle doit se débarrasser. Mais lui, il vise surtout à la faire parler pour donner des sens à ses symptômes. Nous constatons les deux différentes approches qui ne sont pas pour autant en opposition. Jung interprète, par exemple, les mots des pieds de la patiente sont pour lui des complexes qui l'empêchent de faire ses premiers pas dans la vie. À différence de ses médecins, Sabine redoute le fait de rester seule à Zurich pour faire ses études. Elle montre aussi des douleurs somatiques, comme un mal aux pieds. Ces symptômes dits hystériques par Jung. Il est apparu pour la première fois lors d'une violente dispute entre les parents. Le diagnostic d'hystérie s'appuie beaucoup sur ces différentes douleurs dont elle se plaint souvent. Maux d'estomac, sensation de piqûres dans différentes parties du corps, grande fatigue. Symptômes qui réapparaissent quand Jung part au service militaire. Les récits dans les dossiers laissent apparaître un milieu protecteur pour cette jeune fille sensible. Elle parle souvent de la mort et du suicide, mais elle n'a jamais fait des tentatives sérieuses de suicide. La sexualité. Il est noté dans les dossiers que malgré les réticences de la patiente pour parler des châtiments du père et des scènes domestiques, elle parle librement du fait de se masturber. Quand l'état de Sabine empire, les séances d'analyse avec Jung permettent de retrouver une explication à travers les souvenirs des scènes pénibles, surtout avec le père. Il est signalé que les propos du père blessent sa pudeur, mais ils ne sont pas nommés. Alors je cite Jung qui dit « Enfin, après 3 heures d'analyse, alors des séances de 3 heures, elle avoue avoir ressenti dès l'âge de 4 ans déjà une excitation sexuelle en lien avec les coups reçus. Elle ne pouvait plus retenir l'urine, devait tortiller ses jambes. Par la suite, il suffisait de voir ou d'entendre son frère être battu pour l'amener à se masturber. Même une simple menace la faisait se coucher sur son lit et se masturber. Dans les années les plus récentes, la moindre allusion à une telle punition la stimulait sans qu'elle puisse résister. Au fond, tous ces gestes de haine, de rejet, toute sa négativité étaient à mettre sur les comptes de ses complexes. Elle était, dit-elle, une personne mauvaise et dépravée qui ne pouvait tout simplement pas vivre parmi les hommes. Ça, c'est Jung qui le dit, c'est une citation. Alors, lui, il signale aussi que la patiente exprime ses symptômes avec son corps et que quand elle prend conscience, elle cache ses réactions de dégoût derrière ses mains. Il me semble intéressant de signaler que la patiente répond à ce que les médecins attendent d'elle. Elle lui montre avec son corps et lui permet d'interpréter ses complexes du père. Apparemment, entre autres choses, elle ne pouvait pas prononcer le mot « battre ». Écoutons Sabine. Alors, j'arrête avec les dossiers de la clinique et je me penche sur les lettres, d'abord sur son journal et en un petit moment, je vais essayer d'être un peu plus brève, parce que dans son journal et dans les lettres écrites à Freud, surtout, on peut entendre, parce que évidemment, c'est pas une patiente qu'on peut écouter, alors on essaie à travers son écriture d'entendre quelque chose. Alors, elle se montre dans son journal comme une jeune fille amoureuse,
avec une très haute idée de soi-même, surtout de son intelligence. Elle évoque son amour pour l'homme qu'elle appelle parfois son ami, son poète ou son amant. C'est une Sabina spirituelle qui aspire à former une seule âme avec l'aimé. Elle désire avec véhémence que son amour échappe à la règle et qu'il soit tourné vers les beaux et les biens. Elle se sent seule et aspire à réussir une haute et pure amitié avec lui. Cela ne l'empêche pas de chercher une reconnaissance intellectuelle et souligne fréquemment que son ami lui fait des compliments sur son intelligence. C'est un amour teinté d'érotomanie, ça c'est moi qui l'ai dit, mais je ne sais pas si cette érotomanie est plus marquée que tout amour féminin tenant compte de l'époque et de la jeunesse de Sabine Spielrein. Déjà plongée dans ses études, la publication d'un de ses travaux proposés par le professeur Bleuler dans une revue freudienne l'a remplie de joie. Il me semble qu'il faut prendre en compte l'importance qu'a pour elle le fait de faire des études importantes et d'être vue par ses confrères comme une de leurs. Il se trouve bien, dit-elle, des choses intéressantes et séduisantes dans mon travail, et pour cette raison, il est digne d'être lu, même si ce n'est pas une œuvre extraordinaire. Je cite alors, dans le journal, elle dit « Quels yeux intelligents soupire-t-il » en parlant de Jung. Elle dit aussi que parfois des larmes simplement coulaient sur ses yeux en m'écoutant parler de musique et de Wagner. Ça, c'est comment Sabine décrit sa relation avec Jung.